Merci beaucoup, Lynn, pour cet exposé très clair, ma foi, qui nous éclaire bien évidemment sur les racines de la crise que nous vivons actuellement. Bon, je suppose que nous allons avoir quelques questions. Thierry a un micro, il va circuler parmi vous pour vous passer la parole. Merci. Très bien. Une première question, toujours plus difficile. Bonsoir. Je m'appelle Patrice Sella. J'habite Saint-Laurent-de-Cuve, qui est une belle commune du canton de Saint-Poix et du Mortanet. Votre exposé, si vous voulez, bon déjà j'en ai eu un peu la primeur puisque j'ai lu la table ronde qui est parue dans l'UMA concernant l'emploi, donc qui était très intéressant, ce qui m'a un petit peu poussé à venir ce soir. Je vois que vous avez brossé ce qui était la financiarisation de l'économie, et particulièrement ce qui était son défaut. Je suis encore dirigeant d'une TPE, je suis communiste, je suis dans un canton où le revenu mensuel moyen familial est de 800 €. Revenu mensuel familial moyen du canton, 800 €. Dans une région, le Mortanet, qui est en train de mourir, où on a fermé les services publics, on continue, il y a 3 collèges qu'on risque de fermer. On sert de dépotoir, il y a une économie qui fait bip, c'est-à-dire que dans encore quelques années, on pourra faire le Dakar dans le Mortanet. Sur l'analyse économique, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de la finance. Maintenant, il y a quand même quelque chose, c'est qu'on s'arrête. On s'arrête, si vous voulez, en disant qu'il faut presque redonner une moralité au capitalisme, ce que dit notre président, mais je n'ai pas confiance en lui. Par contre, ce système, capitalisme, est quand même né d'un certain nombre de causes, entre autres l'accord général sur le commerce et les services, qui a été signé conjointement par Chirac et Jospin, qui en fait met sur le marché toute activité, sauf la police, la justice et l'armée. C'est-à-dire qu'on met à la concurrence l'enseignement, la santé, l'énergie, le transport, on a mis tout ça, donc on l'a accepté. On a quand même une cause aussi qui est, bon, je passe quand même vivement sur le fait que pendant la campagne des présidentielles, le blairisme a été un exemple de candidate Ségolène Royal. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'était certainement pas un bon exemple et que le libéralisme anglais n'avait certainement pas les vertus qu'on lui donnait à l'époque. Donc comment on va pouvoir changer, si vous voulez, ce système, simplement ne pas le moraliser, quand vous dites, entre autres, que l'heure est au retour d'une certaine forme d'intervention publique, je dis c'est pas une certaine forme, c'est une intervention publique qu'il faut réellement. C'est-à-dire qu'on a face à nous le Parlement européen, c'est-à-dire on se retranche sur l'Europe. Comment peut-on gérer le Parlement avec les libéraux? Comment continuer à faire une politique social-démocrate en Europe? Comment ne pas remettre en cause, si vous voulez, l'orientation du Parlement? Comment ne pas remettre en cause l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce? Donc je crois que si on ne va pas franchement dans ce sens-là en disant « ça suffit », moi je le vois dans mon activité, je vous dis, je suis dirigeant d'une TPE, et on subit sérieusement ces causes, ces retombées, on les met en concurrence tous les jours par le système. Et les entreprises avec qui je travaille, entre autres les entreprises de l'automobile, leur seule raison, c'est le profit. C'est-à-dire qu'il y en a accepté, on continue à accepter, même quand on a eu un gouvernement des gouvernements de gauche, même avec des ministres communistes à l'intérieur, où on n'a pas permis aux salariés dans les entreprises de pouvoir donner leur point de vue sur la gestion de l'économie. Donc je crois que ce qui est essentiel, c'est de faire quand même l'analyse de ce qui s'est passé ces 20 dernières années, sur les orientations qui ont été prises par la social-démocratie sur l'ensemble européen et national. On a quand même quelques encouragements, quelques aidants d'encouragement, qui entre autres l'Amérique latine, qui essaye de se dégager du FMI. Bon, il recrée une monnaie commune qui va être le sucre, qui va être, je pense, une expérience intéressante de voir comment des pays en voie de développement pourront pouvoir se séparer du système ultralibéral qui est actuellement mis en place. Alors voilà, moi je suis tout à fait d'accord, si vous voulez, sur le fond,
avec votre analyse générale, qui est de dire on fait du profit, on fait de l'argent avec de l'argent, c'est-à-dire on a une économie tout à fait artificielle, puisqu'on n'a aucune valeur, que la bourse ça tombe à moins de 3000 points, moi ça me rassure, ça veut dire qu'en fait les entreprises vont avoir leur réelle valeur, c'est-à-dire que c'est pas simplement que l'espoir d'avoir des dividendes qui donnent des valeurs surdimensionnées artificielles à ces entreprises. Donc, comment on peut remettre le plan de relance du Parti Socialiste, moi je le dis, parce que ça fait longtemps qu'on avait promis un plan de relance, une orientation qui allait vers leur déploiement vers la consommation, mais je crois qu'il ne va pas suffisamment loin pour remettre en cause, si vous voulez, ce qui est la mainmise financière sur l'économie française, européenne et mondiale. Merci. D'autres questions? Oui, Gérard Dudonné de Lucerne d'Outre-mer, maire de Lucerne. Tu as parlé de la crise financière, de la crise économique, la crise sociale qui va suivre maintenant. Question? Bonsoir, Pierre Jarre pour Attaque. Le camarade communiste a posé un problème, en fin de compte, oui, c'est plutôt que d'aménager, de moraliser le capitalisme, est-ce que le capitalisme est bon? Bon, on nous a promis que le modèle néolibéral allait nous amener à la félicité. Bien, non. En fin de compte, cette crise financière, des subprimes et tout ça, on a quand même une crise sociale, on a une crise alimentaire, on a une crise écologique. C'est beaucoup de choses pour le même système. Donc ce système-là, plutôt que de faire mine de le moraliser quand le président dit on va surveiller les paradis fiscaux, puis qu'il ne trouve pas de paradis fiscaux, c'est quand même spécial. Bon, alors le problème simple aussi, les solutions, ça a été évoqué, une mainmise du public du crédit. Surveillance publique du crédit, bon c'est sûr. Trouver les biens communs de l'humanité aussi. Par exemple, il y a la crise de l'eau, qui risque d'être très 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 grave. Bon, c'est un problème capitaliste aussi, ça. Bien, et le respect de la souveraineté alimentaire des pays du Sud, qui sont engagés de force dans le système de l'OMC, et de leur souveraineté alimentaire. Donc c'est le problème-là qu'il faudrait traiter. Enfin, surtout le bien commun de l'humanité, quoi. L'urgence climatique, excusez-moi. L'urgence climatique, évidemment. Thierry, il y a encore une question. Deux petites questions, enfin une très simple dans un quotidien régional. Je lisais ce matin que la BNP avait accumulé des bénéfices de l'ordre de 3 milliards et que l'État allait lui accorder un prêt de 5, non, même pas un prêt, c'est lui accorder carrément 5,2 milliards. Alors comment techniquement, parce que finalement, si c'est fait, c'est quand même techniquement possible, comment on peut expliquer ça? Deuxièmement, et la décroissance. Là-dedans, il y a quand même des gens qui parlent de décroissance. Est-ce qu'on n'est pas sur une pente de décroissance? C'est quand même une théorie qui n'est pas négligeable. Je vais commencer par là, parce que la décroissance, on y est, quoi. Une croissance négative, ça veut dire décroissance. On est sur une pente de -2 cette année. On est en décroissance. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais enfin bon, je crois qu'il y a un vrai faux débat qui est mené par les écologistes à ce propos. C'est
pas parce que vous allez faire de la décroissance que vous allez moins polluer. Je ne vous fais pas le pari que le taux d'émission de CO2, malgré la décroissance de cette année, va continuer à augmenter. Les deux problèmes me paraissent absolument indépendants. Moi, je suis socialiste. Au sens générique du terme, je pense que le socialisme n'est pas possible sans une certaine forme d'abondance, sans ce que mes camarades communistes appelleraient le développement des forces productives, et qu'à cet égard, la décroissance, c'est pas le développement des forces productives. Alors on n'est pas obligé de produire n'importe quoi. Très précisément, la question du socialisme tel que Marx la posait, c'était que l'humanité s'approprie collectivement son devenir, et face à l'anarchie de la production capitaliste, puisse bien mettre en scène des productions qui soient, dirait-on aujourd'hui, socialement utiles et respectueuses du développement durable, pour utiliser des termes très modernes. Alors à l'époque, Marx disait qu'il faut réconcilier l'homme et la nature, mais c'est exactement la même chose. Et il fustigeait les socialistes utopiques de l'époque pour les mêmes raisons exactement que celles qui opposent aujourd'hui les partisans de la décroissance et ceux de la croissance. Donc le débat ne date pas d'aujourd'hui, il est véritablement ancien, et c'est très à la mode, mais comme dirait l'autre, les faits sont têtus, hein. Vous allez voir que la décroissance s'accompagne d'une montée de la pollution. Bon, on peut continuer, hein, mais ça va être au prix d'une montée du chômage, des faillites, et pas forcément au profit du bien commun. Bon, voilà pour l'histoire de la décroissance. Alors après, pour la BNP, alors un économiste cynique, que je ne suis pas, vous répondrez à la chose suivante. Vous direz, bon, si l'on veut restaurer les ratios de solvabilité, dans un ratio de solvabilité, vous avez au numérateur les engagements de la banque sous forme de crédit accordé. Au dénominateur, vous avez sa valeur telle qu'elle est évaluée au cours du marché. Et comme la BNP a perdu la moitié de sa valeur en un mois, vous imaginez que son ratio de solvabilité s'est dégradé et que du coup, elle ne peut plus obtenir la confiance de celle des banques qui pourraient lui prêter. Et de la même façon, elle ne peut plus accorder des crédits et sa valeur boursière tend à baisser parce que, comme on observe une dégradation de son ratio de solvabilité, on se dit qu'elle ne va pas très bien. Bon, donc elle a besoin d'être capitalisée. Elle a besoin que ses fonds propres augmentent. Et pour que ses fonds propres augmentent, il ne faut surtout pas, dirait l'économiste cynique que je ne suis pas, que les actionnaires restent dans la banque, qui ne se barrent pas, qui ne revendent pas, parce que s'ils revendent, la valeur de la banque continuera de s'effondrer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les actionnaires? Il faut leur verser des dividendes, sinon ils vont se barrer ailleurs, ils vont acheter autre chose. Et donc, vous comprenez que le dirigeant de la BNP vous expliquera que je suis obligé de verser des dividendes à mes actionnaires, sinon ils vont se barrer ailleurs, du coup la valeur de ma banque va s'effondrer, du coup mes ratios de solvabilité vont se dégrader, et du coup, eh ben, je ne vais pas pouvoir poursuivre mes activités de crédit. Donc il faut que je verse des dividendes pour que mon actionnaire reste là, qu'il continue à me verser des fonds propres, et il faut en plus que l'État me verse des fonds propres si je veux que mes ratios de solvabilité s'améliorent. C'est le discours des banquiers aujourd'hui, hein, qui vous justifie qu'ils versent des dividendes sur la base des profits qu'ils font, tout en bénéficiant des aides de recapitalisation de l'État. Alors effectivement, aux yeux du citoyen normal, c'est choquant. Aux yeux du citoyen normal qui parfois est plus éclairé que l'économiste cynique. Hein. Et il a raison, le citoyen normal. Parce que si l'on veut vraiment régler le problème des fonds propres et le problème de la crise de confiance et de solvabilité des banques, la solution plus économique, c'est que l'État non seulement recapitalise, mais entre dans le capital des banques pour éviter d'avoir ce chantage des actionnaires à l'abandon du bateau, du navire, sous peine de ne pas toucher les dividendes. Si l'État était entré au capital des entreprises, il n'aurait pas à rémunérer les actionnaires en question. Et les bénéfices réalisés par la BNP auraient pu être consacrés par ailleurs à l'octroi de crédit ou à la consolidation des fonds propres.
Donc c'est pour ça que je dis que le plan de recapitalisation sans contrepartie et sans entrer dans le capital de l'État, dans les entreprises, enfin dans les banques qui le recapitalisent, est une erreur de gestion qui est dommageable pour les finances de l'État et pour le contribuable. Parce que qu'est-ce qui paye au bout du compte? Quand il faudra rembourser les intérêts d'emprunt, dans un contexte où la croissance ne repart pas et où les recettes fiscales sont faibles, bah ça va être le contribuable. Et quand vous avez un bouclier fiscal qui fait que les plus riches ne mettent pas la main à la poche, bah, il va falloir mettre à contribution les catégories moyennes et modestes. Ce qui est non seulement injuste socialement, mais économiquement dangereux dans un contexte où le pouvoir d'achat de ces catégories-là subit de graves problèmes. Bon, donc là, il y a un vrai débat sur le plan de capitalisation, le deuxième plan de capitalisation des banques, tel que le gouvernement est en train de le mener. Alors ensuite, il y a eu une intervention, la première, sur la GCS et l'ouverture à la concurrence tous azimuts. Bon, oui, vous avez raison. L'ouverture à la concurrence est une dimension importante du modèle néolibéral qui s'est imposé au cours de ces 25 dernières années. Et en particulier, lorsqu'on parle de concurrence libre et non faussée, ça signifie très clairement que le régime des aides d'État doit éviter de fausser la concurrence. Donc, oui, vous avez raison de dire que l'ouverture à la concurrence conduit logiquement à l'ouverture du capital, puisque si les entreprises publiques soumises à la concurrence peuvent plus recevoir des aides d'État, bah, elles sont obligées d'ouvrir leur capital aux acteurs privés. C'est ce qui s'est passé avec l'ouverture du secteur de l'énergie à la concurrence en France, qui fait qu'EDF aujourd'hui non seulement rémunère ses actionnaires, mais il fait autre chose que du service public. EDF préfère aujourd'hui investir à l'international que d'enfouir les lignes électriques sous terre. Ça coûte 100 milliards. Enfin bon, quand vous voyez les centaines de milliards qui ont été engagés sous forme de croissance externe en Grande-Bretagne, en Amérique du Sud et ailleurs, on se demande ce que EDF, entreprise publique, fait. Alors que ces centaines de milliards auraient pu être consacrés à la modernisation du réseau électrique en France. Bon, mais ça, c'est un débat de politique publique qu'on n'a plus puisqu'on a décidé de privatiser EDF, de le dépecer avec GDF, et même de mettre en concurrence GDF-Suez avec EDF, ce qui fait qu'EDF va finir par disparaître. Bon, donc vous voyez la nature du problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenir les choses en place. Loin de moi cette idée. Mon propos n'était pas de dire on va se contenter de moraliser le capitalisme. Il faut dire il faut changer de système économique, clairement. Et au cœur du changement de système économique, il faut repenser la politique publique dans ses missions financières et industrielles. Et donc, il faut repenser la prise de participation de l'État dans certaines entreprises et dans certaines banques. Moi, je le dis clairement, oui, il faut un peu le public financier en France, et il faut qu'on profite du fait que les banques aujourd'hui sont au bord du gouffre parce qu'elles ont flambé des milliards d'euros et de dollars. Vous qui connaissez les choses, ont moqué les expériences soviétiques parce qu'elles étaient inefficaces en gaspillant des ressources. Mais là, c'est à la puissance 50 ce qui a été gâché. Là, c'est à coup de trillions de dollars dans le monde entier que le système libéral a gaspillé. Donc oui, il faut que l'État aujourd'hui réinvestisse le champ de la finance, qu'il repense la stratégie industrielle de ces entreprises stratégiques, et ça, c'est pas du tout le même système économique. Alors après, l'OMC, bon, on va pas accabler le camarade l'ami. Le marché financier, c'est pas de son ressort. Il le dit à chaque fois qu'il passe à la radio, d'ailleurs. Le marché financier, oui, effectivement, c'est pas son domaine de compétence. Le marché financier, c'est le FMI. Enfin, c'est pas encore le FMI, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la Banque des règlements internationaux. Bon, c'est pas l'OMC. L'OMC, c'est les règles de concurrence, et encore, l'OMC a avalé son chapeau à plusieurs reprises.
parce que le régime des aides d'État aux États-Unis prévaut, et que tant que le régime des aides d'État aux États-Unis et que la politique agricole commune prévaut en Europe, eh bien, les pays africains et les pays asiatiques continueront également à faire du protectionnisme à leur façon, et contrairement à ce qu'on pense, Pascal Lamy est extrêmement pragmatique, même si dans sa tête il est libre-échangiste, l'OMC n'a pas pu aller jusqu'au bout des projets qu'elle avait de déréglementation et d'ouverture à la libre concurrence, et pour cause, puisque contrairement à ce que l'on croit, la moitié du monde est protectionniste. La Chine est protectionniste, les États-Unis sont protectionnistes, l'Amérique latine est protectionniste, il n'y a que l'Europe qui est une passoire. Et une passoire dans un monde protectionniste, ça vous donne une pression à la baisse sur les salaires, qui va entretenir les effets pervers du fonctionnement macroéconomique pervers que j'évoquais tout à l'heure. Et effectivement, là aussi, il y a une réflexion qui avance au Parti socialiste, puisque Benoît Hamon est un de ceux qui a relancé le débat sur le libre-échange à gauche. Débat qui était devenu tabou, y compris dans le rang des intermondialistes. Moi, je connais bien les gens d'attaque, je peux vous dire que beaucoup d'entre eux sont libre-échangistes. Bon, là, le débat sur le protectionnisme est relancé, au sens où on a pris conscience que la montée du libre-échange n'était pas étrangère à la pression qui avait été exercée sur les salaires et sur les normes sociales. On parle souvent des délocalisations. Il n'y a pas que les délocalisations. Il y a surtout la norme, la pression qui s'exerce à la baisse sur la fiscalité, les normes sociales et les salaires dans les pays développés eux-mêmes, et qui conduit ceux des pays qui veulent croître au surendettement, et les autres, une situation de croissance molle, voire de décroissance. C'était le sens de mon propos. Alors oui, le plan de relance du PS, c'est des mesures d'urgence. Je pense que si la gauche revient aux affaires, il faudra un programme beaucoup plus ambitieux. Il faudra un nouveau programme commun, sans doute. Et à cet égard, moi je suis de ceux qui pensent que ce qui a été fait en 80 n'était pas forcément débile. C'était d'autant moins débile que c'était pas une rupture, que c'était carrément une continuité, une tentative de démocratisation du programme du Conseil national de la résistance qui s'est déployé dans notre pays au cours des Trente Glorieuses, comme quoi on n'était pas loin du socialisme en 1981. Moi, je suis de ceux qui pensent que la France du général de Gaulle était bien plus socialiste que l'Angleterre de Tony Blair. Bon, depuis, on a régressé. Moi, je ne suis pas nostalgique de la France du général de Gaulle. J'étais petit, en 68, j'avais 4 ans. Bon, j'en ai pas vu grand-chose sauf l'ascenseur social. Mais bon, moi, il y avait un ascenseur social. Il y avait des désastres écologiques, mais il y avait le plein emploi. Bon, il y avait une stratégie industrielle. Bon, la gauche a repris ça à son compte en essayant de démocratiser les choses entre 80 et 83. Et contrairement à ce qu'on pense, c'était beaucoup moins débile que la récession qu'a subi le monde anglo-saxon sous Thatcher et sous Reagan, exactement à la même période. Bon, alors maintenant on a l'euro, puisqu'à l'époque on a fait le tournant de 83 parce qu'il fallait faire l'euro, donc je ne reviens pas sur cet épisode, mais imaginons que aujourd'hui on n'ait pas l'euro. Il y aurait une crise de change extrêmement grave entre les monnaies européennes. L'euro n'est pas forcément très bien géré, parce qu'il est sans doute un petit peu trop fort, même beaucoup trop fort par rapport au dollar. Mais le débat est engagé, et j'ai le sentiment que les choses sont en train un petit peu de tourner. On parlait tout à l'heure des élections européennes. Le vrai débat des élections européennes, c'est pas le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne est déjà caduc. Il est derrière nous. Et il est derrière nous. Et c'est heureux grâce notamment à ceux qui ont voté non. Parce que c'est pas une constitution que le traité de Lisbonne. Ou que les traités en place, parce que le traité de Lisbonne ne s'applique pas, puisque les Irlandais l'ont rejeté, de toute façon. Mais le simple fait qu'il n'y ait pas de constitution aujourd'hui fait que, eh bien, le pacte de stabilité a pu sauter, la Banque centrale a pu s'occuper d'autre chose que d'inflation,
le régime des aides d'État est en train de voler en éclats et Mme Nelly Kroes, la commissaire à la concurrence, est en train d'avaler son chapeau à chaque fois qu'il y a une nationalisation. Donc vous voyez que les choses sont en train de bouger. Les textes européens sont contournés aujourd'hui à gogo. Le vrai débat aujourd'hui, c'est de savoir si en France et en Europe, on va mettre un terme aux politiques libérales que porte aujourd'hui la droite, les droites européennes. Et le grand enjeu pour la gauche, c'est de montrer qu'elle a tiré les leçons de ça, de cette période, où certains ont pu céder aux sirènes des politiques social-libérales. Mais le vrai débat là, c'est que dans la période charnière dans laquelle on est, c'est de montrer que les plus légitimes pour assumer ce que j'appelle une transition vers un autre système économique, c'est pas les néoconservateurs, c'est les forces de gauche. Il vous a pas échappé que les sociolibéraux ont un peu de plomb dans l'aile. Et que même ceux qui sont restés aux affaires sont en train de tourner. Bon, alors après, moi je veux bien qu'on multiplie les chapelles. Mais enfin bon, la voie la plus économique, c'est quand même d'utiliser celle qui existe. Et il ne vous a pas échappé que au PS, on a évité précisément un virage social-libéral encore plus prononcé. Et que ce que je vous disais sur le plan de relance aurait été inimaginable il n'y a pas plus tard que 6 mois. Donc les choses sont en train de changer. Et il faut enfoncer sans doute le clou dans la direction qui nous intéresse. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la crise sociale. Tout ça n'est pas indépendant de ce qui va se passer jeudi. Moi, je faisais le pari tout à l'heure en discutant avec mes camarades que jeudi serait une journée charnière. Alors, on va pas faire le jupéton, mais bon, si on est au-delà des records, enfin, on approche les records qui ont été ceux de certaines grandes grèves, ça sera un symbole important. Que la gauche devra accompagner, que la gauche devra matérialiser en termes de réponse, si véritablement nous voulons représenter une alternative crédible en 2012, et peut-être avant, parce que les choses peuvent s'accélérer si la crise sociale s'avance. Les choses sont extrêmement ouvertes, au sens où on ne sait pas ce qui va se passer cette année. Quelqu'un disait tout à l'heure que hier, 70 000 emplois ont été détruits dans les grandes entreprises de par le monde. Le BIT prévoit cette année 20 millions de chômeurs de plus. Je ne sais pas si vous imaginez. En France, si c'est entre 50 et 100 000 chômeurs de plus tous les mois, ça fait 1 million de chômeurs de plus à la fin de l'année. Il y a véritablement une marmite qui va bouillir. Je ne sais pas dans quel état va sortir la France. Je ne suis pas sûr que ça débouche forcément bien. Dans d'autres moments de l'histoire, ça finit par des solutions autoritaires. Il y a quelqu'un qui est en train de tout verrouiller en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes en train de remarquer. Donc, il est un petit peu urgent qu'on arrête les anathèmes entre ceux qui pensent être plus à gauche que d'autres. Et d'ailleurs, la grande tentation médiatique de Sarko, c'est de faire jouer à Besancenot le rôle de Le Pen de gauche. Donc là, dans les prochaines échéances, il va falloir faire extrêmement attention. Si demain nous voulons qu'il y ait une alternative crédible à la droite, il faut quand même que, d'une part, la gauche qui sera amenée à servir d'alternative retrouve sa crédibilité, puis il faut que l'autre partie de la gauche se pose la question de savoir si elle aide la gauche à chasser la droite ou si elle se contente de passer à la télévision.
qu'il y a une autre intervention? Ici, là. Une série de questions.